Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Elle fait la paix. C'est sous ce thème que les organisateurs ont choisi de placer la deuxième édition du Congrès international pour le leadership arabe et africain pour la paix au Maroc, le 6e en Afrique. L'événement se tiendra dans la ville de Marrakech du 9 au 11 septembre prochain et il verra la participation de plus de 30 pays. Et pour parler plus en détail de ce congrès qui rassemblera d'éminentes personnalités des délégations africaines, arabes et des expertes internationales et marocaines bien sûr, sur le rôle, autour du rôle de la femme arabe et africaine pour la consolidation et le développement de la culture, de la paix et du vivre ensemble dans le monde. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Anissa Nakrachi, présidente du congrès initié par la Fondation Nour pour la solidarité avec la femme rurale en coordination avec l'organisation marocaine pour l'équité familiale. Madame Nakrachi a aussi été nommée le 30 juillet dernier ambassadrice de la paix par le Centre mondial de la paix en Égypte, qui est placé sous la houlette des Nations Unies. Anissa Nakrachi, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, merci à vous de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors, avant de parler de cette deuxième édition du congrès au Maroc, mais la 6e en Afrique, nous allons, si vous le voulez bien, un petit peu revenir sur l'histoire de ce congrès, revenir en arrière. Qu'est-ce qui a déclenché chez vous l'envie ou l'ambition de faire un congrès? Est-ce que c'est votre longue expérience dans le domaine de l'associatif et de la promotion de la femme rurale, entre autres? Oui, effectivement, c'est mon expérience parce que j'ai reçu des fonds internationaux et des fonds internationaux pour faire des caravanes socio-éducatives pour combattre le mariage précoce. Et à la fin de chaque projet, on devait faire un congrès international où on invitait des pays arabes qui ont cette problématique. Oui. Donc, à travers ces expériences, je me suis dit, pourquoi pas faire des congrès à travers l'Afrique. J'en ai fait 2 en Jordanie. C'était les premiers? C'était les premiers. Non, c'était en parallèle. Il y avait le premier en Jordanie en 2017, le second en Égypte en 2018, le 3e en Jordanie, le 4e en Jordanie, c'était en 2019, les 2 en 2019, en Égypte. Et puis, en 2020, c'était le premier au Maroc. Vous n'avez pas eu beaucoup de chance parce que ça coïncidait avec... c'était juste à la veille de la pandémie, du confinement, en fait. Exactement. Donc, à la veille de la fermeture des frontières, des aéroports, le confinement, et tout s'est dégringolé. Donc, on avait fait... beaucoup d'efforts. On a essayé de faire le maximum pour réussir ce congrès, mais malheureusement, avec le Covid, tout a été annulé. Donc, vous avez maintenu certaines activités symboliquement, mais vous avez été beaucoup frustré parce que le congrès, finalement, n'a pas eu lieu comme vous le souhaitiez. Alors, avant de parler de ce deuxième congrès, de ces importantes thématiques, on va parler un peu de la Fondation Nour, qui n'a pas été toujours fondation. Vous existez depuis 2003, mais à la base, c'était une association. Puis, vous vous êtes développé en fondation. Et pourquoi la ville de Ouarzazate? Parce qu'elle est basée à Ouarzazate. Au fait, on a été nommé à Ouarzazate. Mon mari a été nommé en tant que directeur de l'Office de la mise en valeur agricole. Et comme moi, j'ai travaillé à l'ONICL dans le laboratoire, et au niveau de Ouarzazate, il n'y avait pas de laboratoire, j'ai pensé créer cette association. C'est surtout pour les femmes rurales. Vous avez vu qu'il y avait un manque d'encadrement justement de ces femmes? Parce que j'ai remarqué que les femmes rurales de toute la région, il y avait 2 ou 3 associations au maximum. Et je me suis dit, il faut que je crée une association qui va essayer d'aider ces femmes rurales à se constituer en petite association et à pouvoir sortir dans le monde extérieur pour voir ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai créé l'association Nour à Ouarzazate. Elle a commencé petite, cette association. Elle a commencé très petite. Aujourd'hui, vous en êtes à peu près 2000 Exactement, à plus que 2000 adhérentes à travers le Maroc. Absolument. Quels sont les bénéficiaires et quels sont les activités ou les projets, parce que c'est des petits projets principalement, c'est pour l'autonomisation économique des femmes? Les bénéficiaires, ce sont que des femmes et des filles rurales. Donc, on a
grâce à l'initiative nationale de l'INDH, on a pu avoir un centre multifonctionnel de 3 départements. Donc, on a inséré même le jeune garçon, qui est rural. On a créé un département pour l'alphabétisation, l'éducation non formelle, un département pour l'art culinaire, pour la coiffure, et un 3e, c'était une petite garderie et en même temps un petit centre d'écoute pour les femmes qui ont des petits problèmes. Victimes de violence. Victimes de violence, exactement. Autres, Et ce centre, il est basé à Khmis Dadis, il dépend de la province de Tinrir. De la province de Tinrir. Alors, là, c'est une petite parenthèse pour vous connaître, parce que l'association, la fondation qui est devenue fondation, elle est co-organisatrice du congrès, donc on ne peut pas faire l'impasse et ne pas en parler. Alors, nous allons parler de ce deuxième congrès. Moi, ce que j'ai compris, c'est que parmi les principales questions à l'ordre du jour, il y aura la mise en œuvre de la recommandation 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été adoptée le 31 septembre 2000 à propos de la femme, de la paix et de la sécurité. Pourquoi cette recommandation a-t-elle ou revêt-elle une grande importance à vos yeux? Au fait, c'est un article parmi les 17 points de développement durable. Oui. Et j'ai préféré inviter des gens. Par exemple, il y a l'expérience du Koweït. C'est la débattrice qui va parler de cet article pour montrer aux gens en quoi cet article est favorable pour la femme au niveau du Koweït. C'est l'expérience koweïtienne. Qu'est-ce qu'il stipule exactement, cet article? Au fait, c'est un article qui parle de la violence à l'égard de la femme dans les zones de conflit, quoi. Mais en invitant ces débattrices qui vont parler de l'expérience koweïtienne et qui vont parler de l'expérience égyptienne pour cet article. C'est juste pour montrer aux gens qu'il faut qu'il y ait un soutien pour la femme. Il faut pas que la femme reste cachée. Il faut que la femme parle. Il faut que la femme dévoile les problèmes qu'elle a, parce que chez nous, au Maroc, la violence à l'égard de la femme, elle est vraiment très difficile, parce que la femme, elle n'ose pas raconter ce qui se passe à la maison. Par contre, une fois qu'elle verra que tout le monde en parle, elle sera plus encouragée à parler. Voilà. Oui. Alors, nous vivons dans un monde en pleine mutation où il y a beaucoup de tensions, de guerres, et de déstabilisation. Exactement. Et malheureusement, soit dans le monde arabe, en Afrique dernièrement un peu plus, dans la région du Sahel, et toujours les femmes et les enfants, parce qu'elles emmènent leurs enfants avec elles, sont les premières victimes, les premières déplacées. Moi, je voudrais savoir, parce que vous parlez de femmes comme faiseuses de paix et comme pont entre les peuples. Comment ces victimes, qui ont elles-mêmes besoin d'aide, peuvent-elles être faiseuses de paix, justement? Au fait, c'est juste en parlant de l'Afrique, nous allons recevoir la première conseillère du président de la RDC, qui est en même temps ministre de la Solidarité, et qui travaille beaucoup sur la violence à l'égard de la femme. Donc, elle va nous parler de quelques exemples de la violence de l'égard à la femme au niveau de l'Afrique. Oui. Et je crois que la femme, c'est elle qui peut soit faire la paix, soit aider à faire la paix, soit... être une médiatrice. Être médiatrice, voilà. C'est la femme qui est médiatrice pour la paix. En fait, les enfants la guerre et les femmes essayent de faire... Vous m'avez parlé d'exemples, parce que vous parlez de la paix, vous insistez sur la coexistence et du vivre ensemble. Vous m'avez parlé de la tolérance, l'exemple du Proche-Orient, ou bien certains pays comme l'Égypte, où il y a les questions de religion, les Coptes, les musulmans, puis ailleurs au Proche-Orient, les musulmans et les Juifs. Et les femmes, généralement, n'ont pas de problème, en fait. Non, à cohabiter, elles n'ont pas de problème, en fait. Au niveau de l'Égypte, il n'y a aucun problème du tout entre les Coptes et les musulmans. C'est des voisins, c'est des amis. Et je crois que la tolérance, elle est vraiment
très importante pour qu'il y ait de la paix au niveau du monde. Oui. C'est très, très important. Oui. Alors, justement, d'après un rapport de l'ONU Femmes, je vais citer ce qui est écrit dans le rapport, les femmes et les enfants, comme on vient de le dire, forment souvent la majorité des populations réfugiées ou déplacées en temps de guerre ou de conflit. Elles sont la cible récurrente de tactiques guerrières comme la violence sexuelle. Et elles sont plus souvent... Mais le problème, c'est qu'elles sont, comme on vient de dire, tenues à l'écart, même si elles sont victimes des négociations et des prises des décisions. Voilà, elles sont toujours derrière les hommes. Elles ne peuvent jamais émerger. Au niveau du Maroc, moi je trouve que la femme, elle est vraiment très... la femme, elle n'est pas très... elle n'est pas très... Elle n'est pas assez mise en valeur. Elle n'est pas assez mise en valeur, exactement. Elle n'est pas assez mise en valeur. Elle n'est pas assez mise en valeur, du tout. Parce qu'on retrouve, on sait qu'on a des cadres, on a des femmes vraiment très, très instruites, mais elles n'ont pas leur place aux côtés de l'homme à égalité. Vous m'avez dit qu'à l'occasion de ce congrès, vous avez l'intention d'inviter des femmes modèles, de success story. Exactement. Des Marocains d'origine, mais qui ont réussi ailleurs et puis qui sont dans des postes véritablement ou de décision ou de grandes entrepreneuses. Et vous me dites que si ces femmes arrivent à briller, à faire leur place ailleurs, pourquoi pas les Marocaines au niveau du Maroc? Oui, exactement. Qu'est-ce qui les empêche, à votre avis? Qu'est-ce qui empêche? C'est l'esprit masculin qui les empêche. C'est l'esprit masculin qui les empêche parce qu'il y a toujours la décision de l'homme qui vient. Mais on sait très bien que la femme, elle peut facilement réussir un programme beaucoup plus qu'un homme. C'est par expérience, c'est démontré à travers le monde. Alors, on va parler du congrès, de ce deuxième congrès. Un petit peu, quelques chiffres. Okay. Il y aura combien de pays, combien de participants? En fait, il y aura 30 pays. Et ce n'est pas uniquement l'Afrique ou les pays arabes. On a des participantes qui vont venir des États-Unis. C'est des enseignantes dans des universités aux États-Unis, mais c'est des Palestiniennes d'origine arabe. Oui. On a nos Marocaines entrepreneuses qui sont d'Europe. On a des journalistes qui arrivent de l'Espagne et c'est toujours des Marocaines. Oui. On aura aussi, c'est une surprise, on aura aussi la maman de Achraf Hakimi, qui va diffuser une vidéo que Achraf Hakimi va nous envoyer. C'est un cadeau pour le congrès. Parce qu'il est très très lié à sa maman. Les mamans, les femmes, c'est des faiseuses de champions. Exactement. Donc elle sera présente aussi. Sa femme, c'est toujours à 50%. On n'a pas encore la décision, on n'a pas encore la confirmation. Mais par contre, on a des dirigeants arabes, des Émirats arabes unis, du Bahreïn, de l'Irak aussi. On a des personnalités qui vont venir de l'Irak. On a des personnalités qui vont venir de la Jordanie aussi, de l'Égypte, un peu de l'Afrique aussi, Cameroun, la Côte d'Ivoire. Non, pas la Côte d'Ivoire. Le Congo, j'ai vu. Le Congo, pardon. Oui, le Congo. On a une princesse qui va venir de l'Arabie Saoudite, qui a confirmé. On a une Chira qui va venir du Koweït aussi, qui a confirmé. On a la ministre de la femme de la Libye qui a aussi confirmé, qui va assister. Donc c'est déjà une panoplie de personnes éminentes. Absolument. Alors, ça va s'étaler sur 3 jours. Ça va être à Marrakech, du 9 au 11. La 3e journée, c'est une journée découverte. Mais quels sont les principaux ateliers ou les thématiques que les femmes vont aborder? Est-ce que c'est sous forme d'ateliers ou il y aura des... Au fait, c'est des débats. Des débats oui, parce que la première journée, ça va être des débats. C'est montrer l'expérience du pays. Par exemple, les Émirats arabes unis, elle va parler de la paix au niveau de la femme. D'accord. Oui, l'évolution de la femme au niveau de son pays. Pour l'Arabie saoudite, la même chose. Pour les autres pays, on a 12 cas qui vont parler de la paix et la femme dans leur pays. Et la seconde journée... Et quand vous parlez de la paix, voilà, pour nuancer, c'est
pour vous, vous l'entendez comme tolérance, coexistence. Oui, coexistence, tolérance. Mais ça peut être aussi la paix en temps de guerre et comment protéger les femmes. Non, en fait, non. Nous, je lis jamais la paix à la guerre, au fait. Je la lis pas à la guerre. Pourtant, ça doit se lier, mais dans ce congrès, c'est surtout l'expérience de la femme en tant que, par exemple, l'expérience saoudienne, dont la femme, elle a commencé à conduire, la femme, maintenant, elle sort sans foulard, il n'y a pas de souci. Donc, il y a beaucoup de changements. Paix sociale. Voilà, exactement. Une réconciliation avec la société, plus d'intégration. Exactement, il y a un grand changement. Donc, on va parler de ces changements au niveau de... Et sans oublier le Maroc, bien sûr, puisqu'on a des débattrices. On a une personne qui est dans l'audiovisuel, qui va parler du cinéma et la paix dans le cinéma. Oui, elle a peut-être la place de la femme aussi. Exactement. Dans l'image véhiculée par le cinéma. Alors, justement, au Maroc, il y a eu la Moudawana, puis il y a eu le discours de Sa Majesté, le dernier discours où il a parlé de rattraper certaines lacunes, mauvaises applications de la Moudawana, comme elle a été dans le texte. Peut-être qu'elle a été dévoyée de ses objectifs initiaux. Comment vous voyez aujourd'hui la situation de la femme marocaine par rapport aux autres pays arabes ou africains? On ne va pas se comparer, mais juste dire l'urgence qui reste pour vous, ce qui est urgent, pour qu'elle occupe pleinement la place qu'elle mérite. Au fait, moi j'ai beaucoup travaillé dans la Fondation Nour. J'ai beaucoup travaillé pour le mariage précoce. Donc j'ai fait beaucoup de caravanes pour le mariage précoce parce que dans la Moudawana, il y a 2 articles, l'article 20 et l'article 21. Où moi, je dis qu'il y a une lacune, parce qu'un article, il dit que l'âge du mariage, c'est 18 ans, et l'autre article, il dit que si le papa et le juge estiment qu'elle peut se marier, il n'y a pas de souci, et c'est à travers cet article-là qu'on retrouve des petites filles de 10 ans qui se marient, Absolument. Des petites filles de 11 ans, de 12 ans. La dérogation est devenue la règle. Il y a eu beaucoup plus de mariages précoces après la Moudawana qu'avant, parce qu'avant, il y avait un seuil, plus maintenant. Voilà, exactement. Et on a travaillé là-dessus et on a essayé de faire circuler l'information comme quoi il faut qu'il y ait un changement à ces articles. Il ne faut pas que ça reste comme ça. On se retrouve avec une petite fille de 10 ans à Fès qui se marie en 2014. Elle s'est mariée, elle avait l'âge de 10 ans, pas plus. Donc vous imaginez. Et à travers ces caravanes et à travers les congrès que j'ai fait, il est né un network arabe. C'est un network arabe qui s'appelle Amal, pour l'éradication du mariage précoce. Donc avec un réseau de 8 pays arabes, y compris la Mauritanie. En Mauritanie, déjà, la fille, à l'âge de 6 mois, elle est demandée en mariage, et à l'âge de 6 ans, elle est envoyée chez son mari. Donc c'est d'après l'expérience mauritanienne. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Égypte, il y a la Jordanie, il y a le Liban aussi. Donc nous sommes 8 pays. Donc, vous avez choisi, c'est très important, cette dimension régionale et arabe, africaine et arabe. Vous ne voulez pas vraiment vous focaliser que sur le Maroc, mais partager les expériences. Vous trouvez que c'est plus efficace, plus enrichissant, il y a plus de résultats? Oui. Au fait, j'ai travaillé uniquement dans la zone de Souss Massadra. C'était de 2003 à 2006. Oui. C'était une petite association. Ensuite, de 2006 jusqu'à 2012, on s'est constitué en association nationale. On a ouvert des unités, on a ouvert des bureaux d'association à travers le Maroc. Et après, en 2012, c'est là où nous avons créé le network arabe, parce qu'on a fait un congrès en tant qu'association. On a invité les 8 pays arabes. Et on a vu les expériences des 8 pays arabes. Et c'est là où on a créé ce network arabe. D'accord. Je voulais vous poser une question parce que c'est 30 pays, des dizaines de personnes. C'est toute une logistique, c'est une véritable organisation. Comment est financé votre congrès? Est-ce que vous avez des financements, des sponsors? Comment vous faites? En fait, on n'a pas de sponsors.
On n'a pas eu de sponsor jusqu'à aujourd'hui. Le congrès, il est fait, c'est des participations. Donc, toutes les personnes qui sont invitées, elles participent, elles payent leur hôtel. Donc, c'est eux qui payent leur hôtel. Et le reste, on est 2 associations, on est 2 fondations, nous et l'OMEF, qui est l'organisation marocaine pour l'équité de la famille. Oui. On s'organise pour pouvoir le réussir. Parce que peut-être il n'est pas assez connu, le congrès, parce qu'au Maroc, la première ne s'est pas vraiment tenue et que finalement, c'est la première. Parce que la première, c'était en temps de Covid. Oui. Ou bien est-ce que parce que c'est un sujet qui... Au fait, non. Au fait, c'est que les demandes, à chaque fois qu'on avait des demandes, c'était des réponses qu'on vient tout juste de sortir du Covid. C'est ça. On laisse ça pour la 3e édition. Alors c'est la conjoncture qui a fait que... J'espère qu'à la 3e édition, on aura des gens qui pourront nous aider pour faire beaucoup mieux, j'espère. Oui. Dernière petite chose, il nous reste très peu de temps parce qu'il sera aussi question, vous l'avez dit dans votre congrès, de leadership féminin dans le monde arabe, en Afrique, et d'inclusion de la femme dans le monde de l'entreprise. Dans la décision, la prise de décision, dans la chose publique et en politique. Comment justement lui permettre d'aller plus dans la prise de décision? Est-ce que pour vous, il y a les mentalités, mais est-ce que c'est les lois qui changent les mentalités? Est-ce que c'est les mentalités qui changent les lois? Si on attend que les mentalités changent, on risque d'attendre longtemps. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de loi qui peut dire que cette femme ne peut pas prendre ce poste de responsabilité et que c'est l'homme qui doit le prendre. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de loi qui dit ça. Il n'y a pas de loi, c'est vrai. Non, mais ça, c'est l'esprit masculin qui fait ça. C'est l'esprit masculin qui fait ça d'une part, et d'autre part, c'est aussi la femme. Oui. Parce que la femme, elle ne soutient pas la femme. Oui. Donc ça on le sait. Mais par contre, la femme, elle est plus visible en Europe. Oui. On retrouve des ministres marocaines en Europe. Des fois, on se discrimine nous-mêmes. Exactement. Et puis il y a le plafond de verre et on se dit qu'on ne peut pas y arriver, qu'on est juste une femme et qu'il faut peut-être toujours faire plus, prouver plus pour... Exactement. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre congrès. J'espère que vous serez beaucoup plus soutenu dans les éditions à venir. Je rappelle Anissa Marakchi, que vous êtes Nakrachi, que vous êtes présidente du Congrès international du leadership féminin arabe et africain pour la culture de la paix, dont la 2e édition au Maroc est prévue dans la ville de Marrakech du 9 au 11 septembre prochain. Merci madame. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.